On aimerait vous souhaiter la bienvenue à la Faculté de Sciences économiques et de gestion pour la conférence donc, qui est donnée par le professeur Christian Gaulier. Et puis j'en profite pour le remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc cette conférence est organisée par, je l'ai dit, par la Faculté de Sciences économiques et de gestion, et en particulier par les étudiants du Master d'assurance et de gestion des risques et leur association, puisqu'il existe une association des étudiants du Master dont le président est à ma droite. Et je vais laisser la parole à Lucas, qui va présenter notre conférencier et puis vous dire deux mots sur qui il est, ce qu'il a fait. Et puis ensuite, on te laissera la parole, Christian, pour environ 3/4 d'heure, 50 minutes, suivi de questions. Donc on aura un micro et on se promènera pour prendre vos questions. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis à tout à l'heure pour les questions. Donc, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux à cette conférence. Donc j'ai l'honneur de vous présenter ce soir notre invité, Christian Gaulier, donc, professeur à la Toulouse School of Economics. Donc, ses domaines de spécialité vont de l'économie de l'incertain à l'économie de l'environnement, en passant par la finance, la consommation, l'assurance et l'analyse des coûts-bénéfices, avec un intérêt particulier pour les effets durables à long terme. Donc, il est donc à l'origine de la création de la Toulouse School of Economics avec son collègue Jean Tirole, récipiendaire du prix Nobel d'économie en 2014. Christian Gaulier a donc été directeur général de la TSE entre 2009 et 2015. Il a publié plus d'une centaine d'articles dans des revues scientifiques internationales. Il a également publié 7 livres sur les risques, dont The Economics of Risk and Time, qui est, après maintes répétitions de notre responsable de master, devenu notre livre de chevet. Ce livre a d'ailleurs remporté le Paul A. Samuelson Awards en 2001, ainsi que le prix Risque les Échos en 2002. A suivi ensuite en 2012 l'ouvrage intitulé Pricing and the Planet's Future, désolé pour mon accent anglais, en lien étroit avec le thème de la conférence de ce soir. Enfin, il est important de noter que Christian Gaulier est l'un des principaux auteurs du 4e et 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique, le fameux GIEC. Il conseille aussi régulièrement des pays comme le gouvernement français, anglais, américain ou norvégien sur leur politique d'évaluation des investissements publics. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien résumé le tout. Et l'association du master en gestion du risque et assurance et la faculté sont donc heureux et vous remercient d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, c'était effectivement très complet. D'abord, merci de l'invitation. C'est toujours très agréable de venir à Strasbourg. En plus, cette fois-ci, c'était un lundi, donc j'ai pu passer un excellent week-end en Alsace avec mon épouse. On en a vraiment énormément profité. Je voudrais aussi féliciter les étudiants de ce master. Je pense que faire une spécialisation en économie du risque et de l'incertain, c'est très porteur. J'ai moi-même créé, quand je suis arrivé à Toulouse en 1992, un DESS de droit économie de l'assurance qui a été d'ailleurs depuis phagocyté par la faculté de droit. Ça, c'est une autre histoire. Et pour vous dire combien je crois qu'en France et en Europe, on a vraiment besoin d'avoir des compétences, d'acquérir plus de compétences sur des problématiques d'évaluation des risques et de gestion des risques. Et je pense que vous êtes idéalement placé ici à l'Université de Strasbourg pour acquérir ces compétences en lien avec l'industrie, en lien avec la frontière des connaissances scientifiques dans ces questions. Et évidemment, des personnes comme Sandrine Spetter sont des personnalités idéales pour vous offrir ces compétences. Voilà, alors... Moi, j'ai travaillé pas mal en pratique d'économie d'assurance. Je suis, hélas, ou pas hélas, en fait, c'est très excitant, mais à la fin des années 90, on m'a posé des questions, l'industrie m'a posé des questions sur la pratique d'évaluation de l'aval du cycle nucléaire et comment intégrer dans le prix des kilowattheures nucléaires
le coût lié au démantèlement des centrales et la gestion du stockage de ces produits d'affition que sont le plutonium et l'uranium, et qui vont être là pour non pas des centaines d'années, mais des millions d'années. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça m'a obligé à réfléchir à la gestion des risques, sur des risques qui sont des risques sévères, des risques extrêmement longs. Et en fait, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une des conséquences de ces contacts avec l'industrie, puisque de fil en aiguille, je suis passé de problématiques de l'aval du cycle nucléaire à des problématiques encore plus sévères, qui sont celles liées au combat contre le changement climatique qui pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes sur les destins de l'humanité sur cette planète. Il faut rappeler qu'on n'en a qu'une seule de planète, en tout cas pour l'instant, et sans doute encore pendant de longues générations. Et donc, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures en termes d'environnement, en termes de climat. Et donc, l'intitulé, après ce long introduction, l'intitulé de ma présentation, c'est « En fait-on assez pour la génération future ?» Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes nos actions envers les générations futures, elles sont de toute nature. Hein, on fait des actions envers les générations futures en réduisant les émissions de CO2, mais aussi en faisant des tas d'autres choses. On investit dans la construction d'une université. Je vois ici que vous êtes en train de remplacer des parkings par des laboratoires et des bureaux et des amphis pour les étudiants. Ces trucs-là vont être là pour des décennies et des siècles. C'est quelque chose dont les générations futures hériteront. Il y a plein d'autres choses. Vous savez qu'un des grands éléments de la croissance économique dont bénéficieront les générations futures, c'est la recherche et développement, c'est la capacité d'offrir aux générations futures des connaissances nouvelles qui leur permettront de développer des technologies que nous n'avons pas encore à disposition et qui créeront de la valeur sociale en plus de ce qu'on a été capable de faire jusqu'à maintenant. Les infrastructures publiques, à l'université, j'en viens d'en parler, l'accumulation du capital en général, les infrastructures routières, les hôpitaux, tout ça va contribuer au bien-être des générations futures. Et donc, on contribue effectivement au bien-être des générations futures. Notre responsabilité envers les générations futures est en tout cas partiellement respectée en réalisant ces investissements. Donc, on est vraiment dans une problématique de réflexion sur l'évaluation des politiques privées et publiques en faveur des générations futures. On est en train de parler ici d'évaluation de choses, d'actions d'aujourd'hui qui auront des impacts qui ne se mesurent pas en mois ou en années, mais en décennies, voire en siècles. Et donc, une des problématiques, c'est de savoir est-ce que la méthode d'évaluation de ces actions, qui nous permettent de dire on va faire ça plutôt que ceci, on va investir dans la lutte contre le changement climatique plutôt que de construire un nouvel hôpital ou d'améliorer les capacités de nos universités. Alors, on doit faire des décisions, et ces décisions sont aujourd'hui contrôlées par le coût que représentent ces investissements. Et dans ces coûts d'investissement, il y a le coût du capital, ce qu'on appelle le taux d'intérêt ou le taux d'actualisation. Et donc aujourd'hui, la question se pose de savoir si dans la prise en compte de ce long terme, qui transparaît par des évaluations coûts-bénéfices, dans lesquelles on compare les coûts immédiats que nous, notre génération, portons quand on décide de lutter contre le changement climatique, quand on décide d'investir dans les infrastructures, est à comparer ces coûts avec les bénéfices des générations futures. Et vous savez que quand on compare des coûts présents avec des bénéfices futurs, on actualise ces bénéfices futurs à un certain taux, donc on pénalise le futur lorsqu'on fait ces comparaisons. Et la question est de savoir si on pénalise suffisamment fort ou trop fort ou trop peu fort ces bénéfices futurs quand on décide de faire ces investissements, parce que les bénéfices actualisés est supérieur au coût. Donc la question de savoir pourquoi et à quel niveau il faut pénaliser le futur. Donc la question est une question de nature financière, et de savoir quel taux d'actualisation il faut choisir pour évaluer, pour tenir compte de ces impacts à très long terme de ces actions.
Je vous donne ici un exemple. Je vous ai parlé d'hôpital, d'infrastructures électriques ou académiques. Ici, je vous donne un exemple rapidement. Hein. Les Romains, au 1er siècle après Jésus-Christ, ont construit ce superbe pont du Gard. Il est encore utilisé aujourd'hui comme un actif touristique. Il a été utilisé jusqu'il y a encore 2 ou 3 siècles comme un élément d'infrastructure routière, parce qu'on l'a utilisé comme un pont. Et pendant 5-6 siècles, il y a maintenant 1500 ans encore, on a utilisé cette infrastructure pour transporter de l'eau dans une grande ville, qui a permis de lutter contre un certain nombre d'épidémies. Et donc, en fait, quand cette infrastructure a été construite, se pose la question de savoir, est-ce que les Romains à l'époque compte tenu des coûts immédiats qu'ils avaient apportés pour construire cette infrastructure, est-ce qu'ils ont tenu compte, et si oui, comment, des bénéfices à extrêmement long terme, à 20 siècles ici, hein, de ces installations. Et donc, vous voyez évidemment, quand je pose cette question, vous voyez évidemment que quelque part, l'incertitude sur quels bénéfices les générations futures pourront générer par l'utilisation de ces infrastructures va jouer un rôle central. Et évidemment, c'est sans doute pour ça que j'ai été invité ce soir face à un master spécialisé dans la gestion des risques, puisque le risque va effectivement jouer un rôle central dans des réflexions qu'on peut avoir sur quelles sont nos responsabilités envers les générations futures. Ici, pour rentrer plus en détail dans l'analyse technique, vous savez que le taux d'actualisation pénalise le futur. Hein. On va comparer des coûts immédiats avec des bénéfices actualisés futurs. Plus le taux d'actualisation est élevé, plus la valeur présente d'un bénéfice futur est faible. Et donc, se pose la question de savoir quel est le niveau de ce taux d'actualisation. Ce taux d'actualisation joue un rôle particulièrement crucial. Philippe Arsner, qui est spécialiste de l'assurance vie, est bien placé pour le savoir, hein, lorsque ces bénéfices sont éloignés dans le temps, parce que l'effet de l'actualisation, il est de nature exponentielle. Hein, et donc, un taux d'actualisation élevé va écraser très rapidement, lorsque ce taux d'actualisation est élevé, va écraser les bénéfices futurs. Et donc, on va, d'une certaine façon, lorsqu'on utilise un taux d'actualisation élevé, on va avoir peu de projets qui passent le test d'une analyse coût-bénéfice positive, où les bénéfices actualisés dépasseraient les coûts présents. Ici, je vous donne une illustration technique de cette analyse. Imaginez qu'on ait la possibilité aujourd'hui d'éliminer un dommage certain d'1 million d'euros qui se produirait dans 2 siècles. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour éliminer, si on avait la possibilité, pour éliminer ce risque de perte certaine, prise de perte certaine, excusez-moi, je ne suis pas doué ce soir, cette perte certaine de 1 million d'euros dans 2 siècles, hein, en valeur réelle, eh bien, en fonction du taux d'actualisation, vous avez sur ce tableau le coût maximum qu'on devrait accepter aujourd'hui pour effectivement mettre en place cette action permettant d'éliminer ce risque, cette perte de 1 million d'euros. Et vous voyez que, par exemple, si vous utilisez un taux d'actualisation de 7%, eh bien, vous ne devrez pas être prêt aujourd'hui à dépenser plus de 1 euro pour éliminer une perte certaine de 1 million d'euros se matérialisant dans 2 siècles, parce que 1 million d'euros actualisés à 7% par an sur 2 siècles, c'est 1 euro. D'accord ? Et donc, évidemment, vous voyez que si vous prenez un taux d'actualisation plus faible, on est prêt à réaliser cette action pour un coût plus élevé. Vous avez cette relation qui apparaît là-dessus. Donc, un des grands drames de l'actualisation, c'est que on comprend très mal, et même un certain nombre de mes collègues économistes comprennent pas nécessairement bien les fondements de l'actualisation. Quels sont les principes moraux ou économiques qui justifient d'écraser à ce point des bénéfices futurs en actualisant un taux positif. Et donc c'est sur cette question-là que je voudrais m'étendre un petit peu essentiellement ce soir. C'est l'objectif ce soir, d'essayer de trouver des éléments économiques ou éthiques qui justifient le taux d'actualisation, et si on obtient ces arguments, quel niveau précis des taux d'actualisation, hein, parce qu'in fine, il ne s'agit pas de rester au niveau théorique, in fine, comme le rappelait votre collègue président de l'association,
il s'agit des entreprises, les États nous demandent, nous à la communauté des économistes, quel taux d'actualisation il faut choisir pour, par exemple, déterminer du choix du niveau d'une taxe carbone, si on devait installer une taxe carbone. La conférence, la COP22 de Marrakech commence aujourd'hui ou demain. Associé à ces COP, il y a la question de savoir quelle devrait être une taxe ou un prix du carbone permettant d'inciter, de décentraliser les décisions de lutte contre le changement climatique en incitant les gens à réduire leurs émissions de CO2 à travers le paiement de ce prix du carbone chaque fois qu'ils émettent du carbone. Donc les États sont extrêmement friands, extrêmement demandeurs depuis une quinzaine d'années d'une réflexion sur le choix du taux d'actualisation pour des horizons particulièrement éloignés. Alors, je passe ce transparent, donc ici je passe aussi ce transparent qui vous donne quelques informations sur les taux d'actualisation qui sont effectivement utilisés par les gouvernements occidentaux, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, et on pourrait prendre d'autres exemples, pour évaluer leur politique d'investissement à très long terme. D'accord ? Je n'ai pas vraiment le temps de me concentrer là-dessus. Sachez que pour la France, les chiffres qui sont présentés ici, qui sont un petit peu techniques et difficiles à comprendre sans avoir une compréhension de ce que je vais vous présenter dans la suite, c'est pour ça que j'ai décidé de sauter ça. Pour la France, les taux qui sont là sont issus de réflexions qui ont été essentiellement tournées autour des travaux que j'ai pu réaliser depuis une quinzaine d'années sur le sujet, et en particulier qui sont concentrés dans le bouquin Pricing the Planet Future qui a été rappelé par votre collègue. Alors pourquoi est-ce qu'on actualise le futur ? C'est vraiment la question centrale. Avant de se poser la question du choix du taux d'actualisation, posons-nous la question mais finalement, pourquoi on doit pénaliser le futur ? Pourquoi, lorsqu'on compare des coûts présents avec des bénéfices futurs, on pénalise le futur et on ne pénalise pas le présent ? D'accord ? Alors, il y a deux types d'arguments. Il y a un ensemble d'arguments liés à des arguments de nature positive. On actualise essentiellement parce qu'on est impatient. On préfère quand vous avez un enfant à qui vous pensez à un cadeau de Noël, eh bien, votre enfant, il préfère recevoir son cadeau de Noël aujourd'hui plutôt que le 25 décembre. Il est impatient. Il valorise plus la réalisation de ses plaisirs immédiats aux plaisirs futurs. D'une certaine façon, si c'est vrai, c'est naturel de considérer qu'un bénéfice futur au niveau collectif a une valeur plus faible qu'un bénéfice immédiat. Il y a aussi un autre argument de nature positive qui est plus massivement utilisé sur les marchés financiers et par les entreprises qui sont confrontées à un coût du capital positif. Il y a un coût d'opportunité du capital, je vais y revenir dans quelques instants, qui justifie qu'il faut pénaliser le futur. Et puis il y a des arguments de la nature plus normatif ou éthique. C'est sur ces arguments-là que je vais m'appesantir dans les minutes à venir, parce que les arguments positifs ont un faible poids, en particulier lorsqu'il faut raisonner pour des horizons temporels qui sont en siècles plutôt qu'en années, en décennies, qui sont des horizons temporels traditionnellement gérés par les marchés financiers. Ok, donc rapidement, argument de nature positive, eh bien, il y a un coût du capital qui est en fait l'expression du fait qu'il y a une rareté du capital. Si vous décidez d'investir du capital pour lutter contre le changement climatique, eh bien, c'est tout le capital que vous ne pourrez pas utiliser pour investir dans le capital productif de l'économie qui aussi génère du bien-être pour les générations futures. Et donc, en fait, quand vous réfléchissez à investir pour la lutte contre le changement climatique, vous devez comparer, même si vous-même, vous ne faites pas de sacrifice supplémentaire, notre génération ne fait pas de sacrifice supplémentaire parce qu'en investissant dans le changement climatique, on désinvestit du capital d'autres secteurs de l'économie productive pour faire cela. Donc vous êtes neutre. Eh bien, dans ce cas-là, seul intervient l'intérêt des générations futures. Évidemment, du point de vue de l'intérêt des générations futures, ce qui est important, c'est d'aller allouer le capital là où il est le plus rentable, là où il va générer des bénéfices futurs les plus élevés. Et donc, il s'agit de comparer le rendement des investissements climatiques par rapport à d'autres rendements dans l'économie qui sont en général, en particulier si l'investissement dans la lutte contre le changement climatique est sans risque, évidemment c'est une hypothèse, c'est un si qui est particulièrement fort, eh bien, le coût du capital équivalent à comparer
pour évaluer la priorisation sur des aspects de changement climatique doit être le taux d'intérêt sans risque, qui représente le rendement du capital sans risque dans l'économie. Donc il faut investir dans la lutte contre le changement climatique si la lutte contre le changement climatique est un investissement sans risque, que si sa rentabilité est supérieure au taux d'intérêt sans risque. En d'autres termes, il faut utiliser comme taux d'actualisation pour actualiser les dommages climatiques liés à l'émission de CO2 à un taux d'actualisation qui est égal à ce taux d'intérêt. D'accord ? Donc c'est l'idée d'un coût du capital positif. Investir dans un projet, c'est désinvestir dans un autre projet, et ce n'est socialement désirable du point de vue du futur que si ce transfert augmente le gâteau à se partager l'avenir. Le problème, c'est que, très rapidement, oui, d'abord, avant de passer les problèmes, quelques informations. En France, au XXe siècle, le taux d'intérêt sans risque, puisque je viens de vous dire dans cet argument de nature positive, le taux d'actualisation qu'il faut choisir, c'est le taux d'intérêt. Eh bien, figurez-vous que le taux d'intérêt sans risque en France au XXe siècle a été essentiellement nul. Je parle évidemment ici de taux d'intérêt réel. En fait, la réalité, c'est qu'au XXe siècle, en France, le taux d'intérêt réel a été de 0,2% par an. Et donc, voilà, a priori, à partir de cette analyse, on pourrait dire le taux d'actualisation qu'il faut choisir en moyenne pour évaluer des projets sans risque bénéficiant en futur, il faudrait utiliser ce taux d'intérêt de 2,2% qui est évidemment particulièrement faible pour la France. Pour vous donner un exemple, en France, on n'utilise pas du tout, pour évaluer les politiques d'investissement public, on n'utilise pas 0,2%, on utilise plutôt 4-5% et parfois beaucoup plus. Je vais prendre un autre exemple, le plan Juncker d'investissement massif dans les infrastructures en Europe. Eh bien, mes discussions avec la Banque européenne d'investissement qui est en charge de cette prioritisation des investissements du plan, eh bien, ils utilisent des taux d'actualisation qui sont beaucoup plus élevés que celui-là. On peut aussi comparer, non pas au taux sans risque, mais au taux moyen du capital, qui évidemment contient une prime de risque. Et ça, évidemment, ce n'est intéressant à faire que si le projet d'investissement que vous considérez, dont vous devez actualiser les bénéfices futurs, que ces bénéfices futurs ont un profil de risque similaire au profil de risque d'un investissement dans le marché action, dont les rentabilités moyennes au XXe siècle sont représentées sur ce tableau. Et vous avez pour la France que le taux de rendement de l'actif equity en action, il a été de 3,2% en réel durant le XXe siècle. Donc vous avez quand même un taux d'actualisation qui est là beaucoup plus élevé que les 0,2% que je vous ai présenté tout à l'heure. Si vous allez sur les États-Unis, vous avez même un taux d'actualisation autour de 7%, qui est effectivement un nombre beaucoup plus élevé. 7%, c'est le taux d'actualisation qui est utilisé aujourd'hui par toutes les agences gouvernementales américaines. Par exemple, Environmental Protection Agency utilise comme taux d'actualisation 7%. Vous avez compris qu'avec 7%, ce qui se passe au-delà de 5-10 ans, en termes de bénéfices des actions publiques, compte pour peanuts. Et donc, c'est évidemment un résultat extrêmement short-termiste. Je ne vais pas utiliser cet argument-là pour faire des recommandations de taux d'actualisation, parce qu'on a un énorme problème avec les marchés financiers. D'abord, ils sont clairement inefficaces. Je ne vais pas vous parler des problèmes de bulles que nous avons connus depuis maintenant de façon extrêmement répétée sur les 3 ou 4 dernières décennies. Je vais vous parler du fait que, tout simplement, je vous parle du taux d'intérêt de 0,2% pour la France tout à l'heure, je vous parle de taux d'intérêt pour des horizons de 5-10 ans. On a très peu d'obligations liquides sans risque, donc souveraines en France, avec des maturités qui dépassent 10-15 ans. Or, évidemment, il faut utiliser, si j'utilise cet argument positif de tout à l'heure du coût du capital, cet arbitrage entre différents projets utilisant du capital rare, eh bien évidemment, il faut utiliser un argument, il faut utiliser des taux d'actualisation qui ont des maturités identiques. Si vous avez un projet d'investissement sans risque pour lutter contre le changement climatique dont l'essentiel des bénéfices seront dans un siècle, il faut utiliser un taux d'actualisation sans risque que vous observeriez sur les marchés financiers pour une maturité d'un siècle, ce qui n'existe pas.
Donc on n'a simplement pas la possibilité sur les marchés financiers d'observer des taux d'actualisation sans risque pour les maturités que j'ai en tête quand on réfléchit pour tout investissement en lien avec la soutenabilité, la soutenabilité de la croissance de l'économie, qu'on parle de changement climatique, qu'on parle d'infrastructures sur des horizons très longs, tout simplement. On ne peut pas utiliser cet argument parce qu'on n'a pas l'observation. Il n'existe pas de prix observable sur le marché qui nous donnerait ces informations. Et puis, par ailleurs, les marchés financiers sont inefficaces, notamment parce que les générations futures ne sont pas là. Et les générations futures sont incapables de jouer aujourd'hui sur les marchés financiers pour faire des contrats avec nous et dire, attention, nous, on voudrait, étant donné les taux d'intérêt que on observe aujourd'hui, nous, on voudrait faire ceci ou cela. Ça n'est pas possible. On ne peut pas partager les risques avec les générations futures dans un modèle, dans un monde où les générations sont, comme on dit en économie, imbriquées. Et donc, les générations futures n'étant pas représentées, les générations présentes étant potentiellement, probablement pas suffisamment paternalistes, nous ne tenons pas suffisamment compte, nous, de l'impact de nos investissements sur le bien-être de générations futures. Et donc cela implique que les prix observés sur ces marchés, parce que certains acteurs ne peuvent pas jouer sur ces marchés, ne sont pas first best, ne sont pas des prix qui sont des bons signaux pour l'allocation efficace de nos ressources compte tenu de l'absence de générations futures. Ok, Sandrine m'a demandé de retirer toutes les équations de ces transparents. J'ai juste une équation, je suis désolé, c'est celle-là. Celle-là, je ne peux vraiment pas la retirer parce que je ne sais pas comment m'exprimer en 45 minutes sans avoir juste cet élément de langage verbal qui est une fonction de bien-être intergénérationnel. Alors, je vois qu'il y en a déjà qui s'en va avec cette équation. Ah ouais, vous avez raison, Sandrine. Donc, en fait, je vais réfléchir. Donc, je mets de côté les arguments positifs. Je ne peux pas observer sur le marché. Je ne peux pas observer sur le marché un prix qui permette d'allouer de façon efficace le capital en économie pour les raisons que je vous ai données. Donc, je suis obligé d'utiliser un modèle. Et ce modèle contient des éléments normatifs, des éléments éthiques. Je vais poser que je vais définir une action désirable d'un point de vue de l'ensemble de la communauté, de toutes les générations présentes et futures dans la planète, comme une action qui augmenterait le bien-être intergénérationnel. D'accord ? Donc une action socialement désirable, c'est une action qui accroît le bien-être intergénérationnel. Et le bien-être intergénérationnel, je vais faire l'hypothèse qui est discuté par 36 philosophes, économistes, Rodolphe y a contribué, qui ont réfléchi sur comment définir un objectif social pour l'humanité. Ici, je vais considérer que le bien-être intergénérationnel est simplement la somme, là c'est pas compliqué, la somme du flux d'espérance d'utilité obtenu par les générations futures, des flux de bien-être obtenus par les générations futures, actualisés à un certain taux delta. Donc en fait, j'ai un modèle extrêmement simplifié et je suis désolé parce qu'en 45 minutes, c'est juste pas possible de montrer toute la richesse du modèle plus complet sur lequel les économies travaillent. Je vais faire l'hypothèse extrêmement simplificatrice que chaque génération consomme un certain bien homogène, il n'y en a qu'un, consomme du blé. Et ce blé, la consommation de ce blé génère une certaine utilité. D'accord ? Et donc, le bien-être de la génération T, qui consomme CT qu'un taux de blé, est mesuré par U de CT. Cette fonction U, c'est une fonction qui décrit la relation entre ce que vous consommez et votre niveau de bonheur. Évidemment, c'est une fonction croissante et c'est une fonction aussi qui est concave. Et je vais revenir tout de suite sur l'importance de cette hypothèse de concavité. Hélas, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que mon enfin la génération qui vivra dans 2 siècles va pouvoir consommer en termes de quintaux de blé, parce que ça dépend de 36 000 choses, notamment le changement climatique. Et donc, quand je mesure ce bien-être intergénérationnel, je vais tenir compte de cette incertitude en disant, en fait, CT, c'est une variable aléatoire, U de CT, donc aussi une variable aléatoire, et donc je vais prendre l'espérance de cette utilité. Et vous avez certainement eu, les étudiants d'économie ici au master, un cours qui explique qu'en fait, il y a des arguments éthiques qui justifient qu'on prenne, lorsqu'on est confronté à l'incertitude, qu'on prenne l'espérance de l'utilité pour mesurer un bien-être avant de connaître la réalisation de l'incertitude, la résolution
situation d'incertitude. Et puis je fais cette mesure pour chaque génération, puis j'actualise ça, un certain taux. Alors je vais faire une hypothèse, je vais faire une hypothèse éthique. Je vais faire en fait 2 hypothèses éthiques ici. La première hypothèse éthique que je vais faire, c'est que je vais interdire ce que les économistes ont l'habitude de faire, qui est absolument scandaleux quand on raisonne en intergénérationnel, c'est de pénaliser les gens parce qu'ils naissent plus tard. Donc j'ai 30 ans de plus que vous. Ce modèle-là, ce modèle des économistes avec un delta positif, disent eh bien, moi, mon bien-être est plus important que le vôtre. Bon. À 30 ans de distance. Je vais interdire cette hypothèse de... on n'est pas sexiste ici, on n'est pas raciste et on n'est pas agiste non plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénaliser les gens parce qu'ils sont jeunes. Et donc je vais poser que delta égale 0. Donc dans ma fonction de bien-être intergénérationnel, je vais mettre toutes les générations sur le même pied. Donc les économistes, pour des tas de raisons, parfois justifiables et parfois pas du tout justifiables, parfois bêtement techniques d'existence d'une convergence de cette intégrale, de cette somme, ont voulu mettre un delta positif. Bon, donc delta égale 0, je mets toutes les générations sur le même pied d'égalité. C'est un argument éthique. Je refuse le racisme, le sexisme et l'agisme. Et puis je vais faire une autre hypothèse qui est là simplement parfois un peu technique. Je vais simplement dire que l'utilité marginale est décroissante. C'est-à-dire que les gens qui consomment beaucoup, l'utilité qu'ils génèrent d'un consommer 1 quintal de plus est faible, est très faible par rapport à des gens qui sont beaucoup plus pauvres. Bill Gates, si vous lui donnez 1 euro de plus, il sera plus heureux, mais pas tellement plus heureux. Par contre, si vous donnez cet euro à quelqu'un qui est très pauvre, j'en ai rencontré quelques-uns en me promenant dans Strasbourg aujourd'hui, eh bien, celui-là, il va avoir l'utilité marginale qu'il va générer de cet euro supplémentaire est beaucoup plus importante que l'utilité marginale obtenue par Bill Gates en faisant ce transfert. Donc, en fait, gamma va mesurer cette aversion aux inégalités. Plus gamma égale 0, l'utilité marginale est la même pour tout le monde. Gamma positif, eh bien, les plus riches ont une utilité marginale d'un quintal de plus faible que les plus pauvres. Et là, je rentre, et si vous avez une chose à retenir de cette présentation, retenez ce que je vous dis sur cette transparence. Ça n'a rien à voir pour l'instant avec l'incertitude. L'argument essentiel pourquoi en économie et en philosophie, on peut justifier une pénalisation du futur par rapport au présent, ce n'est pas l'impatience qui m'aurait forcé à avoir delta positif, c'est cette hypothèse d'utilité marginale décroissante qui est, du point de vue de l'analyse intergénérationnelle, une aversion d'inégalité entre générations. Je vous explique ça pourquoi. J'ai représenté ici sur l'axe horizontal la consommation de quintaux de blé, sur l'axe vertical le niveau de bonheur de la génération qui le consomme. Cette relation est une fonction croissante et concave, comme vous le voyez pour la courbe bleue. Et je suppose aujourd'hui, moi, je consomme cette quantité de quintal, cette quantité de blé, excusez-moi, et la génération future qui vivra peut-être dans 2 siècles, elle va consommer beaucoup plus. Elle est là. Et supposez, je fais abstraction de l'incertitude à ce stade-ci. Donc la génération actuelle, elle est pauvre. Je fais l'hypothèse d'une croissance économique qui n'est pas nulle, qui est positive et qui peut être relativement large, puisque la génération future, elle consomme beaucoup plus que la génération présente. Eh bien, vous voyez tout de suite la conséquence de ça, c'est que donner un bénéfice d'1 euro à la génération future, un bénéfice marginal supplémentaire d'1 euro à la génération future, ça va générer un supplément de bien-être pour cette génération qui est beaucoup plus faible que si vous donniez cet euro supplémentaire à la génération actuelle, tout simplement parce qu'elle est plus pauvre. En d'autres termes, il y a une inégalité intergénérationnelle. Les générations futures sont beaucoup plus riches que nous. Et donc, si on a une préférence pour la réduction des inégalités, on voudrait plutôt qu'au lieu d'avoir un transfert de moi vers les générations futures, il faudrait plutôt que les générations futures qui sont très riches fassent des transferts vers moi pour réduire ces inégalités intergénérationnelles. Et donc, quand on fait l'hypothèse de croissance économique positive, en fait, le taux d'actualisation peut être interprété comme le taux de rendement interne du projet minimum nécessaire pour compenser le fait qu'en investissant pour l'avenir dans une société en croissance, en fait, on accroît
les inégalités intergénérationnelles. Si vous me demandez à moi de lutter contre le changement climatique alors que je ne bénéficierai pas des efforts que je vais faire, c'est essentiellement des gens qui vivront dans un siècle ou deux qui en bénéficieront. Si ces gens sont beaucoup plus riches que moi, vous êtes en train de me demander à moi de faire des sacrifices pour les générations futures qui seront 3 fois, 5 fois ou 10 fois plus riches que moi. Et donc, ce n'est socialement désirable, ça ne va augmenter le bien-être intergénérationnel que si le taux de rendement interne du projet est suffisamment important pour compenser l'accroissement des inégalités que cet effort supplémentaire demandé aux pauvres est élevé. D'accord, ça c'est l'élément essentiel. En économie, on actualise le futur, on pénalise le futur, parce que dans une économie en croissance, on fait l'hypothèse de croissance, on pourra discuter tout de suite, dans une économie en croissance, investir réduit le bien-être intergénérationnel, toute autre chose égale par ailleurs, puisque vous demandez aux pauvres de faire des actions bénéfiques pour les riches. C'est comme si vous demandiez aux clochards au bord de l'île, d'aller donner de l'argent à Bill Gates. Et ça, c'est désirable que si ce transfert génère une création de valeur gigantesque pour Bill Gates. OK. Cet argument que je viens de vous donner, il se traduit en économie par une équation bien connue depuis 1928. Donc, vous voyez, ça commence à dater. Je n'ai rien inventé là, sauf peut-être l'interprétation que j'en fais qui est un petit peu novatrice. C'est une règle qu'on appelle la règle de Ramsey. Frank Ramsey a proposé une équation qu'il n'avait pas écrite sous cette forme-là. En fait, il l'avait renversée, peu importe, qui donne comme résultat que le taux d'actualisation actualisé le taux d'actualisation à utiliser pour actualiser un bénéfice certain se produisant dans T années est égal au produit de deux choses. Le gamma dont je vous ai parlé, qui est l'indice de degré de concavité de la fonction d'utilité, qui est en fait un indice d'aversion aux inégalités, multiplié par le taux de croissance de l'économie. Et donc vous retrouvez les ingrédients que je viens de vous présenter dans une économie en croissance. Lorsque G est positif, vous devez utiliser un taux d'actualisation qui est positif et d'autant plus élevé que l'aversion aux inégalités est importante, l'aversion aux inégalités étant un élément moteur de l'argument que je viens de vous présenter. OK. Supposez que je sache estimer avec précision quel sera le taux de croissance de l'économie dans les 2 prochains siècles. Le si, là aussi, est à nouveau particulièrement salé. On va en parler dans 2 minutes. Il reste, dans ce cas-là, pour estimer le taux d'actualisation que je vais donner comme recommandation au gouvernement français ou américain ou norvégien, comme je disais tout à l'heure, pour évaluer leur politique publique favorable à la lutte contre le changement climatique et plus généralement à la soutenabilité de la croissance de leur économie, il reste à déterminer le taux d'aversion aux inégalités. Alors ça, c'est un problème qui n'est pas vraiment économique, c'est un paramètre éthique, c'est une aversion aux inégalités. Je ne pense pas être capable de trouver un marché dans lequel je vais pouvoir estimer ce gamma. C'est un paramètre éthique. Et donc, il y a quelques économistes expérimentaux dans cette salle. Ce que j'aurais voulu faire, ce que je voudrais faire, c'est une expérience avec vous ce soir, où je vais essayer d'estimer notre degré d'aversion aux inégalités collectives. D'accord ? Et je vous pose, pour répondre à cette question, je vous pose une question très simple. Imaginez... C'est un cas d'école, c'est une expérience de laboratoire. Imaginez une économie dans laquelle il y a deux classes sociales. Il y a les riches et les pauvres. D'accord ? Alors, les A, c'est pas génial comme notation. Les A sont les riches et B sont les pauvres. Et imaginez que les riches soient 2 fois plus riches que les pauvres. D'accord ? Donc, les riches, ils ont un revenu de 200 par jour et les pauvres, ils ont un revenu de 100 par jour. Alors, on a de l'aversion d'égalité. Donc, on voudrait transférer des euros des pauvres des riches vers les pauvres. D'accord ? Mais imaginez que le problème, c'est que quand on fait ces transferts des riches vers les pauvres, il y a des pertes en ligne. D'accord ? En taxant les riches, vous réduisez leur incitation à travailler, donc ça réduit la taille du gâteau à se partager. Enfin, vous pouvez imaginer n'importe quelle histoire. D'accord ? Donc quand on transfère de l'argent du riche vers le pauvre, il y a une partie de cet argent qui disparaît. Donc imaginez que vous vouliez avoir un objectif de politique publique consistant à accroître de 1 euro les revenus des pauvres. Quelle est la somme maximum que vous êtes prêt à faire perdre aux riches
pour faire en sorte que vous considériez quand même que ce transfert est désirable. Et par exemple, imaginez que chaque fois que vous donnez 1 euro aux pauvres, vous devez prendre 2 euros aux riches. Donc des 2 euros, il y en a un qui se perd dans les sables, et il y en a un autre qui effectivement arrive dans les poches du pauvre. Est-ce que vous considérez, il n'y a pas de bonne réponse à cette question, est-ce que vous considérez qu'un transfert 2 euros du riche pour 1 euro vers le pauvre, est-ce que néanmoins, malgré ces pertes, est-ce que vous considérez que c'est désirable, étant donné que les riches sont 2 fois plus riches que les pauvres? La question est, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans la déperdition d'argent dans ce transfert pour quand même faire ce transfert qui va réduire les inégalités? Eh bien, ce tableau vous donne une relation entre votre réponse à cette question et votre estimation de votre gamma, de votre aversion aux inégalités. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui a un gamma de 1 serait prêt à faire en sorte que le riche perde jusqu'à 2 euros pour faire parvenir 1 euro aux pauvres. Si vous avez une aversion aux inégalités de 2, ça veut dire que, évidemment, vous avez plus d'aversion aux inégalités, donc vous êtes prêt à accepter plus de pertes en ligne pour faire ce transfert réduisant les inégalités. Dans ce cas-là, vous êtes prêt à abandonner jusqu'à 4 euros dans la poche du riche pour faire que les pauvres aient 1 euro de plus. D'accord ? Je vais faire l'hypothèse que j'ai faite dans tous mes papiers depuis 20 ans, que gamma égale 2. Je vais faire gamma égale 2 dans toutes les calibrations que je vais vous donner maintenant. Je vais faire l'hypothèse que gamma égale 2. On peut discuter là-dessus. Je ne prétends pas avoir la vérité ultime. C'est une hypothèse éthique. C'est ma position éthique. Vous avez peut-être une position éthique avec moins d'aversion aux inégalités, plus d'aversion aux inégalités, que je n'en sais rien. On peut en discuter. Je prends pour la suite de cet exposé gamma égale 2. Ok, d'autres grands économistes, dont certains prix Nobel, ont pris position là-dessus. Et je vous donne sur ce tableau, regardez juste cette colonne-ci, pour différents auteurs, dont vous reconnaîtrez pour certains les noms, qui sont des grands auteurs des 50 dernières années en économie. Vous retrouvez les positions qu'ils ont prises sur la valeur de gamma. Vous voyez que quand je prends gamma égale 2, je ne suis pas très loin d'un consensus des économistes experts dans ce domaine-là. OK ? Donc maintenant, si je prends le cas de la France, revenons à nos moutons. Mon actualisation, j'ai dit, règle de Ramsey, taux d'actualisation égale gamma fois le taux de croissance anticipé de l'économie. Imaginez que j'anticipe, que j'oublie toute la littérature récente sur ces stagnations séculaires ou sur la fin de l'histoire. Je fais l'hypothèse que sur les 2 prochains siècles, la croissance de l'économie française continuera sur un sentier de 2% par an. By the way, ça veut dire que dans 2 siècles, les gens qui vivront en France consommeront 50 fois plus de biens et services que nous. Exactement comme parce que depuis 2 siècles, la croissance économique en France a été la croissance de la consommation par tête a été autour de 2% par an. Nous consommons, 50 fois plus de biens et services que les Français de l'époque napoléonienne. Donc, si je fais cette hypothèse de croissance économique G égale 2%, je reprends ma règle de Ramsey et j'en déduis que le taux d'actualisation que je dois utiliser, c'est 2 fois 2%, c'est-à-dire 4%. Voilà, c'est simple. Étant donné mes anticipations de croissance plutôt optimistes, je le reconnais, sur l'économie française, eh bien, il est normal que tous les projets sans risque aient des bénéfices qui soient actualisés à 4% pour déterminer si ce projet est socialement désirable. Et donc, vous voyez évidemment où ça me mène quand je reviens à cette analyse de vraiment comment je pénalise les bénéfices à très long terme. Okay. Bon, alors ça c'est pas mal du tout. Donc ça c'est l'élément moteur. Quand vous regardez tous les modèles de théorie de la finance et en économie normative, ce qui mène à un taux d'actualisation, c'est vraiment cet argument d'inégalité intergénérationnelle et de croissance économique est l'élément qui détermine la valeur de ce taux d'actualisation, qui explique pourquoi on actualise le futur, pourquoi on pénalise le futur. Maintenant, évidemment, je dois reconnaître la nullité de l'argument.
c'est incroyable de faire l'hypothèse que la croissance économique va être de 2% pendant les 2 prochains siècles. Et vous connaissez toutes les histoires. Vous avez certainement lu ce superbe livre de Robert Gordon sorti cette année qui explique combien la croissance économique du 19e siècle et du début du 20e siècle ont été fondées sur des innovations radicales, l'électricité, l'eau dans les maisons, les réseaux, le téléphone. L'électricité et l'eau sanitaire, c'est 2 éléments qui ont révolutionné et qui ont permis d'éliminer des tas de maladies, pour le cas de l'eau courante. L'électricité, ça a radicalement transformer la société autour de l'entrée dans le XXe siècle. Aujourd'hui, l'Internet, ça améliore le bien-être, mais pas tant que ça finalement. Et quand vous regardez les gains de productivité liés à Internet, on a encore de la peine à les repérer. Et si vous aviez, vous, à choisir demain entre garder l'eau courante dans la maison ou garder l'Internet dans la maison, je crois que la majorité d'entre nous, on dirait on va garder l'eau courante dans la maison. Ce qui montre bien que la création de valeur liée aux innovations les plus récentes ne sont pas nécessairement les plus moteurs de croissance économique, de croissance de valeur économique et sociale. Donc, il faut tenir compte de cette incertitude, que finalement, peut-être qu'on est arrivé à la fin d'une histoire, à la fin d'une période assez unique dans l'histoire de l'humanité, où pendant des dizaines, des millénaires et des millénaires, la croissance économique a été quasi nulle. Je vous rappelle que le niveau de bien-être des fermiers, des paysans français à la veille de la Révolution française n'était pas plus élevé que celle du fermier à l'époque de Nabucodonosor en Mésopotamie. C'est les historiens qui nous racontent ça. Il y a des superbes livres dont j'ai oublié le nom de l'auteur actuellement, mais je pourrais vous le redonner si vous en avez besoin, qui racontent ça. Donc on a perdu de croissance économique pendant des millénaires, et puis 2 derniers siècles, paf, 2% par an. Est-ce que quand on fait des projections sur le très long terme, on doit regarder ce que la plupart des économistes font avec leur lorgnette à court terme, on va regarder ce qui s'est passé sur les 50 dernières années pour faire des projections sur les 2 prochains millénaires pour déterminer quelles sont leurs responsabilités envers les générations futures, ou bien il faut reconnaître que peut-être que ça a été cette croissance économique de 2 siècles a été une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui on va arriver sur un plafond, et que peut-être même on pourrait rétrograder, regarder les films de science-fiction qui, mois après mois, depuis des décennies, sortent. Il n'y a pas beaucoup de films de science-fiction qui nous mettent sur un avenir glorieux. On a plutôt des films de science-fiction qui nous mettent dans un avenir plutôt déplorable. Donc ça nous dit peut-être quelque chose sur nos croyances collectives. Bon, moi je suis ni pessimiste ni optimiste. Je dis simplement, il y a de l'incertitude, peut-être qu'on va en faire encore, on est qu'à la veille de révolutions liées aux technologies de l'information, qu'on est peut-être qu'au tout début de la création de valeur liée à cette innovation fondamentale de la fin du XXe siècle. Peut-être qu'on va encore découvrir des médicaments qui vont nous permettre d'annihiler le cancer, peut-être qu'on va permettre de vivre jusqu'à 120 ans, etc. etc. Donc il y a aussi des histoires très positives qu'on pourrait imaginer pour modéliser les incertitudes sur le GT que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suis agnostique là-dessus, je suis totalement incapable de dire même comment on pourrait essayer de réfléchir et tester des hypothèses sur les croyances sur des horizons aussi long terme. J'ai un projet de financement par l'ANR qui cherche à faire une étude sur des questionnaires auprès du citoyen français pour savoir qu'est-ce que lui pense sur la croissance à 2 siècles. Je ne sais pas comment poser vraiment la question. Je suis ouvert à tout commentaire de mes collègues économistes et expérimentalistes là-dessus. Ce sont des beaux sujets. Bref, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut reconnaître l'incertitude. Quand on réfléchit à ces 4% que je vous ai produits il y a 2 minutes, basés sur une hypothèse de croissance économique de 2%, il faut reconnaître qu'il y a une incertitude fondamentale autour de ce 2%. Et la question est comment intégrer cette incertitude dans la modélisation. Alors je vais faire, parce qu'il me reste, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Oui, mais il me reste 5 minutes. Donc je vais faire un raccourci. Je vais vous dire 2 choses. La première chose que je vais vous dire, c'est que dans les modèles classiques, la prise en compte de cette incertitude, quand je vous dis modèle classique, je vous parle en fait de la théorie de la finance. À nouveau, les étudiants qui ont eu des cours de finance dans la salle ont un modèle de référence qui s'appelle le Capital Asset Pricing Model, MEDAF en français, modèle d'évaluation des actifs financiers, dans lequel ils ont
ils ont une estimation du taux d'intérêt sans risque dans un modèle qui pourrait être interprété comme un modèle normatif. Et dans ce modèle, en fait, l'incertitude tend à réduire le taux d'intérêt sans risque. Et je vous explique pourquoi. Imaginez toujours, quand vous avez des questions de type normatif comme celle-là, de décision collective, réflexe que je voudrais vous donner en tant que jeune économiste, commencez toujours à pouvoir vous poser la question de savoir, dans un monde où vous seriez seul, que vous soyez Robinson Crusoe, qu'est-ce que vous feriez lorsque vous êtes confronté à cette question? Et donc imaginez la question, Robinson Crusoe, lorsqu'il a une incertitude sur la croissance de ses récoltes annuelles de blé sur son île déserte, comment lui réagit à ce caractère incertain de ces récoltes? Va-t-il plutôt vouloir en faire plus pour l'avenir, sacrifier plus de son présent, consommer moins de blé pour semer plus de blé, ou bien au contraire va-t-il faire l'inverse? Eh bien, ce qu'on sait, ce qu'on observe dans des études expérimentales et dans les données macroéconomiques, c'est que quand vous êtes confronté à une augmentation de vos revenus, de l'incertitude sur vos revenus futurs, vous épargnez plus. L'incertitude conduit les agents économiques, les ménages en fait, à augmenter leur épargne. C'est ce qu'on appelle le motif d'épargne de précaution que John Maynard Keynes a évoqué dans les années 30, qui depuis s'est révélé confirmé par les tests empiriques. Les gens épargnent plus lorsque leur avenir est plus incertain. Et ça, si c'est vrai au niveau individuel, évidemment que c'est désirable au niveau collectif. Et donc comment, lorsqu'on a une incertitude collective sur la croissance économique dans notre pays, ça doit modifier notre vision de notre responsabilité envers les générations futures, quel va être l'impact sur notre taux d'actualisation? Eh bien, il faut baisser ce taux d'actualisation pour intégrer la prise en compte de ce risque. En baissant le taux d'actualisation, vous réduisez la pénalité que vous exercez sur les bénéfices futurs dans cette analyse co-bénéfice, et donc plus de projets d'investissement vont passer le test de l'analyse co-bénéfice. D'accord ? De combien faut-il réduire ce taux d'actualisation pour intégrer cet effet de précaution, cet effet de prudence? Alors les modèles ne sont pas tous d'accord là-dessus. Je vais juste vous dire ici l'impact lorsque vous faites l'hypothèse que je recule d'un pas ici. Évidemment, tout cela dépend de la manière dont vous modélisez l'incertitude. Plus l'incertitude est importante, plus ça va avoir un impact négatif sur le taux d'actualisation. C'est ce que je viens de vous expliquer. L'aspect quantitatif de ça dépend de comment vous modélisez, quelle variable aléatoire, quelle distribution vous allez utiliser pour l'avenir. Si vous faites l'hypothèse standard qu'on utilise en finance depuis des décennies, qui est un mouvement brownien, imaginez que la croissance économique, le taux de croissance de l'économie est un mouvement brownien autour d'un trend de croissance de 2%, avec une certaine volatilité autour de cette croissance. Eh bien, cet argument de précaution, il compte pour pratiquement peanuts. C'est de façon très surprenante et très dommage pour un spécialiste de la décision comme moi de voir que l'incertitude a un si faible impact sur le taux d'actualisation qui traduit nos responsabilités envers les générations futures dès lors que ces générations futures font face à de l'incertitude. Bon, ça, c'est ce que les modèles disent et ça conduit à ce qu'on appelle le paradoxe du taux d'intérêt sans risque, le risk-free rate puzzle, qui est... Bon, je ne vais pas aller dans les détails de ce côté-là. Donc, pas une bonne nouvelle pour les gens qui voudraient qu'on fasse plus d'efforts pour les générations futures. Mes collègues d'économie de l'environnement, je suis membre du groupe d'économie du développement, d'économie de l'environnement à Toulouse. Évidemment, quand je parle de ça, ils ne sont pas toujours très contents. Mais j'ai développé, et c'est l'essentiel de ce que j'ai fait depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 5-6 ans, j'ai développé une autre théorie. Le mouvement brownien qui conduit à cette nouvelle plutôt négative sur l'impact du risque sur le taux d'actualisation et donc sur la détermination de nos responsabilités en génération future. C'est une hypothèse de mouvement brownien. Donc je suis dans une distribution gaussienne, la fameuse courbe en cloche. Et donc j'ai des queues de distribution qui ne sont pas épaisses.
Je crois que ce n'est pas du tout une bonne représentation de l'incertitude auquel on est confronté. Je pense qu'on est confronté à une incertitude beaucoup plus radicale quand on réfléchit à la croissance de l'économie sur 2, 3, 4, 5 siècles. On ne sait même pas quel est le trend de croissance dans les 2 3, 4, 5 siècles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur... On a eu 7 millénaires avec un taux de croissance nul, et puis on a depuis 2 siècles un taux de croissance moyen de 2%. Vous voyez bien que si on intègre le très lointain passé au passé plus récent, on a là, on doit prendre en compte une incertitude, non pas sur la volatilité décrite par une volatilité autour d'une trend, mais on doit aussi reconnaître que la trend lui-même est incertain. Et la prise en compte d'un trend incertain conduit à une modification radicale de la conclusion que je vous ai donnée tout à l'heure. Lorsque vous intégrez, je vais aller un peu vite ici, et je vais présenter ce transparent-ci, qui sera l'avant-dernier transparent de ma présentation. J'ai représenté ici le log de la consommation. Le log de la consommation, la fonction de densité du log de la consommation à 1 an, 10 ans, 100 ans et 200 ans, avec 2 hypothèses différentes. La ligne pleine correspond à... je vais commencer par la ligne en pointillé. La ligne en pointillé est l'incertitude auquel vous êtes confronté lorsque, sur les différents horizons que je viens d'énumérer, lorsque l'incertitude sur le long terme est décrite par un brownien dont vous connaissez le trend. Imaginez que vous viviez dans des croyances dans lesquelles vous pensez que vous avez un trend de 2% par an, vous avez toujours un trend de 2% par an, une volatilité de 3,6% par an, qui représente la volatilité de la croissance du PIB par tête français durant le XXe siècle. Donc je fais l'hypothèse, j'extrapole l'incertitude que j'ai vue sur le siècle écoulé pour l'horizon à 1 an, 10 ans, 100 ans, 200 ans. Si je fais ça, vous avez une fonction de densité qui est une courbe en cloche, la gaussienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le degré d'ouverture de cette courbe en cloche décrit l'incertitude auquel vous êtes confronté sur les différents horizons-là. Je fais l'hypothèse alternative qu'au lieu d'avoir un trend de croissance certain de 2%, auquel vous ajoutez cette volatilité. Maintenant, vous imaginez que vous ne savez pas quel sera le trend de croissance à long terme. Imaginez qu'il y a 2 théories en circulation. Il y a une théorie qui vous dit que le trend de croissance sera de 1% et l'autre qui vous dit que le trend de croissance sera de 3%. Et imaginez que vous avez pondéré tous les arguments qui circulent autour de ces 2 théories. Vous pensez que les 2 théories sont équiprobables. Vous pouvez mettre une probabilité de 50-50 sur chacune de ces théories. Et dans ce cas-là, les courbes pleines décrivent la fonction de densité aux différents horizons. Et vous voyez que pour les consommations à ces différents horizons, vous voyez qu'évidemment, ce trend de croissance, l'incertitude sur le trend de croissance n'a pratiquement pas d'effet pour les horizons courts, mais il a un effet fondamental sur l'incertitude à très long terme. Évidemment que si le trend est de 1% sur 2 siècles, eh bien, de 1 ou 3% sur 2 siècles, eh bien, l'incertitude sur 2 siècles elle est beaucoup plus importante que si vous étiez certain que le trend de croissance était de 2%. Et l'effet de cette incertitude-là est massivement plus important pour des horizons éloignés que la prise en compte simple de la volatilité. Et donc, je vais terminer par ce transparent-ci. Ce que j'ai modélisé, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Je suis parti d'une fonction de bien-être intertemporel, intergénérationnel en fait, qui est celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc delta égale 0, pas d'agisme. Gamma égale 2, un taux d'aversion aux inégalités de 2, dont j'ai essayé de justifier le niveau tout à l'heure avec cette petite expérience. Et puis j'ai mis dans le modèle les croyances basées sur ce que je vous ai présenté à l'instant. En fait, je les ai un petit peu modifiées, je ne sais plus pourquoi. J'ai fait l'hypothèse qu'il y avait une volatilité de 2% par an du taux de croissance de l'économie et puis un trend dont je ne savais pas quel était son niveau. Il y a 50-50, que ça soit 0,8% ou 3,2% par an. Et dans cet environnement-là, ma conclusion est de dire qu'il faut choisir un taux d'actualisation qui
Et autour de 4% pour... Alors, concentrez-vous sur bêta égale 0. Je n'ai pas le temps de vous parler des autres bêta. Hein. Bêta égale 0, c'est pour des projets sans risque. Ce que ce modèle vous dit, c'est que ce modèle va cracher en termes de niveau de taux d'actualisation socialement désirable en fonction de l'horizon temporel. Hein. C'est un taux d'actualisation qui est autour de 4%. Donc vous voyez, hein, l'argument tout à l'heure, la règle de Ramsey, 2 fois 2%, vous avez 4%. Mais par contre, le fait que vous ayez tant d'incertitudes sur des horizons très éloignés, qu'il y ait une telle accumulation d'incertitudes à cause du fait que vous ne savez pas quel va être le trend de croissance, si les innovations technologiques vont se produire ou pas, eh bien, vous force à choisir des taux d'actualisation qui sont beaucoup plus faibles à des horizons très éloignés. Hein. Vous voyez qu'ici, le taux d'actualisation, il tend essentiellement vers 0% pour des horizons qui dépassent un siècle. Donc vous avez là un argument qui vous dit pas de souci pour prendre les taux d'intérêt que vous observez sur le marché, autour de 4% sur le siècle écoulé dans certains pays, mais pas de problème aussi pour reconnaître qu'il y a un argument fort pour faire flancher ce taux d'actualisation à des niveaux beaucoup plus faibles pour prendre en compte l'incertitude auquel notre génération, sommes confrontés envers ce que sera le bien-être, le destin des générations à très long terme. Et cette incertitude sur le bien-être des générations à très long terme nous force, par prudence, notre responsabilité envers ces générations à faire plus de sacrifices pour sauver ces générations en choisissant un taux d'actualisation qui est beaucoup plus faible que celui qu'on doit utiliser pour des projets d'investissement dont les maturités sont beaucoup plus faibles. Voilà. Ce dont je ne vous ai pas parlé ce soir, parce que je n'ai pas le temps, c'est comment prendre en compte non seulement le risque sur la croissance économique, sur le destin des générations futures, mais sur le fait que je ne connaisse pas non plus les bénéfices, les flux de bénéfices liés à la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, en fait, je ne vous ai parlé que d'évaluation de projets d'investissement sans risque, qui est un raccourci évidemment massif. Il faudrait aussi, pour compléter ce tableau, réfléchir à comment prendre en compte le fait que les générations futures ont de l'aversion pour le risque. Et cette aversion pour le risque doit nous inciter à biaiser nos choix d'efforts envers ces générations futures vers des projets dont les bénéfices pour les générations futures soient plus certains, moins incertains. D'accord ? Comment on fait ça ? Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, je suis désolé. Merci. Donc voilà, si vous avez des... Bah, voilà. Merci. Bon, comme il faut qu'il y ait un premier qui pose une question, je veux bien faire la job. Oui, question de néophyte, bien qu'économiste. Je ne suis pas financier. Ça commence mal. Mais non. Bon, pas tout à fait néophyte. Disons que la question que je me pose, c'est la démonstration me semble extrêmement convaincante. Juste un problème qui est le taux de maturité. Parce que comment est-ce que je peux, dans le cas d'un investissement public, comme je reconstruis un bout du PEJ, affecter une maturité particulière à cette opération ? Ok, merci beaucoup pour cette excellente question. Alors, je pense qu'il y a deux éléments dans cette question. La question est claire, il y a deux éléments dans ma réponse. Je dirais que dans ce tableau, en fait, vous avez un élément de la réponse. Donc, vous avez un investissement a des impacts sur des bénéfices socio-économiques qui peuvent être directement monétaires, mais qui peuvent être aussi de nature environnementale. À ce moment-là, vous devez les valoriser monétairement. En fait, toute action, vous pouvez la définir comme un flux de bénéfices potentiellement incertain, étalé sur des horizons plus ou moins éloignés. Et donc, vous prenez un projet particulier, une infrastructure, je ne sais pas de quoi vous me parliez, Vincent ?
construction d'un bout de cette pôle de université. gestion, Superbe projet. Mais ce projet, il va avoir... donc il a une phase de construction avec des coûts associés, et puis il a des phases de bénéfices qui vont s'étaler sur plusieurs générations d'étudiants. Chaque génération, associé à chaque génération, il y aura un bénéfice qui sera sans doute de plus en plus faible avec l'horizon temporel parce qu'il y a une vétusté qui va s'introduire. Mais donc vous pouvez estimer un modèle de ces flux et actualiser, peut-être avec prise en compte de l'incertitude, sur lesquelles donc je ne m'apesantirai pas parce que je n'ai pas pu en parler aujourd'hui. Mais pour chaque flux, pour chaque maturité, vous allez actualiser ce flux lié à cette maturité-là au taux d'actualisation qui est décrit par cette courbe. D'accord ? Donc, voilà, la réponse à la question, c'est il faut faire un petit effort, il faut calculer les flux et actualiser chaque flux au taux d'actualisation qui est maturité spécifique. Oui, d'accord. En fait, donc, il y a tout un bouquet de taux de maturité associés à chaque projet, qu'il s'agisse de faire un champ d'éoliennes ou de rajouter un bout de... Voilà, exactement. Et vous avez tout à fait raison de le faire remarquer, je pense que c'est implicite dans votre question, proposer une structure par thème de taux d'actualisation, ce n'est qu'une toute petite partie de la problématique. La vraie problématique de l'évaluateur, et je suis bien placé pour le savoir parce que je travaille avec des entreprises françaises actuellement pour évaluer avec eux, par exemple, je travaille avec un réseau de transport d'électricité, RTE, sur la valorisation d'un projet de ligne transfrontalière pour améliorer la capacité d'un pays à transférer de l'électricité vers les pays où elle est plus chère. Quelle est la structure des flux de bénéfices sociaux liés à cette infrastructure-là? Elle est étalée, une nouvelle ligne de haute voltage. Elle va vivre pendant un siècle au moins. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est à chaque décennie, estimer le bénéfice. Il y a énormément d'incertitudes associées à ça, parce que le bénéfice d'une ligne entre la France et l'Allemagne va dépendre de savoir s'il y a des forts différentiels de coûts marginaux entre la production d'électricité allemande et française. Et donc, c'est très compliqué à faire. Donc, beaucoup plus compliqué pour un investissement physique que pour un investissement financier, naturellement, puisqu'on connaît la maturité des investissements financiers. Oui, effectivement. Et pas simplement parce qu'on connaît la maturité d'un investissement financier, pas nécessairement la maturité d'un investissement industriel, mais aussi parce que le profil de risque de cet investissement industriel peut être particulièrement estimé. Le bêta de l'investissement peut être complexe et peut être d'ailleurs lui aussi dépendant de la maturité. Donc les choses sont très très compliquées, je vous l'accorde. Je n'ai là abordé qu'un élément de l'ensemble. Pourtant, néanmoins, c'est un élément qui est crucial, qui a fait couler énormément de temps, comme vous le savez peut-être, dans la littérature ancienne économique depuis une quinzaine d'années. Et j'ai essayé de faire une petite synthèse ici. Mais vous avez totalement raison. Le boulot pour l'évaluateur, il est encore totalement extrêmement important. Et je peux vous dire que beaucoup dans les entreprises et dans les services publics qui font ce type de travail, on est encore très très loin d'avoir une dynamique où les gens ont compris et mettent en place des choses qui sont vraiment compatibles avec ce que la science économique nous dit sur le sujet. Merci beaucoup. Dominique Klein, je suis de l'industrie. Le présupposé de en fait-on assez pour les générations futures est parti sur un métrique qui est monétaire. Il existe, quand on fait un peu de physique, un autre métrique qui est l'entropie. L'entropie avec un E et pas l'entropie avec un A. Et dans un projet énergétique, un des guides est d'utiliser l'entropie. Parce que là, on ne dépend pas, vous diminuez le risque à terme, puisque vous dépendez de lois physiques qui font partie de ce que nous sommes et qui ne dépendent pas de flux financiers. Et ça, c'est essentiel. Et je l'ai découvert lors de la rénovation d'une maison que j'ai faite. J'ai divisé par 4 la consommation d'énergie par rapport à mon prédécesseur. Ce qui m'a guidé, c'est l'entropie. Et ce n'est pas l'argent. Oui, c'est une excellente remarque. Le problème, c'est que quand vous faites votre rénovation, vous avez des bénéfices
personnels qui ont une capacité à mieux chauffer la maison à travers une meilleure isolation. Et vous avez aussi des bénéfices collectifs qui sont liés au fait que vous émettez moins de CO2, vous consommez moins d'énergie, qui permettent de laisser plus d'énergie pour les générations futures. Et il se pose la question de savoir comment intégrer l'ensemble de ces dimensions multiples, l'entreprise en est une, il y en a d'autres, dans une décision finale. D'accord ? Et donc, la monétisation, je sais que c'est compliqué et c'est difficile à avaler pour un certain nombre je suis ingénieur moi-même, donc je suis passé par là aussi. Voilà, à un moment donné, il faut tenir compte de ces différentes métriques, entropie, finance, environnement, et prendre une décision. Et donc la question, c'est comment on le fait. Et les économistes, ils ont une méthode qui est en fait beaucoup plus sophistiquée que la simple calcul de coûts et des bénéfices, parce que un certain nombre de ces bénéfices doivent être monétarisés, et cette monétarisation peut être extrêmement compliquée. Voilà. Je ne peux pas m'appesantir plus comme réponse à cette question, mais c'est une question fondamentale. Comment on tient compte de l'ensemble de ces dimensions? J'ai effectivement été extrêmement simplificateur dans ma présentation, puisque j'ai fait l'hypothèse que tous les impacts de ma politique, de ma décision, de mon action, ils étaient sur le nombre de quintaux de blé que la génération future va pouvoir consommer. C'est évidemment complètement absurde. Mais voilà, j'ai dû faire une petite simplification, un exercice de simplification pour présentation en 3 quarts d'heure. Voilà, pas d'autres questions? Merci. Bon, moi, j'ai une question qui concerne la perception, en fait, qu'ont les gens de l'avenir et puis de leur avenir avant de parler des générations futures. Donc, bon, ce sont des choses auxquelles j'adhère, hein, tu le sais. Mais tous ces modèles-là, il me semble, en tout cas, ce que j'en connais, ne prennent pas en compte le fait que toutes ces distributions et ces probabilités-là sont transformées dans la tête des gens. Et concrètement, comment aujourd'hui, donc en 2016, on peut expliquer aux Français, pas seulement, mais là je parle aux Français, hein, on a quand même aussi cette morosité ambiante tout le temps dans la tête. Après, justifié ou pas, là n'est pas la question, mais on est quand même assez pessimiste. Comment on va expliquer aux gens que parce qu'il y a de l'incertitude croissante sur le taux de croissance à long terme pour les générations futures, on va devoir donner plus d'importance à nos actions aujourd'hui, donc baisser le taux d'actualisation, alors que même ont le sentiment que l'incertitude est croissante sur leur propre avenir. Et donc ils intègrent un autre aspect qui concerne leur situation propre avant d'intégrer celle des générations futures. Oui, merci. Oui, c'est une question tout à fait... Enfin, en fait, non, un ensemble de questions tout à fait cruciales pour l'ensemble. Oui, en particulier, je n'ai pas expliqué d'où venait la construction d'une croyance collective. Hein. Pour construire ce graphique, je suis parti de ça, là-haut. Et ça, d'où ça vient c'est juste un cas d'école. Il faudrait essayer de réunir une assemblée des sages qui dirait voilà... Vous avez bien compris que pour définir nos responsabilités futures, il faut deux ingrédients. Il faut des préférences sociales. Comment on définit ces préférences sociales, les préférences sociales intergénérationnelles. Et il faut cet autre ingrédient qui est quelles sont nos croyances envers la croissance économique de long terme. Et ces deux éléments, les économistes peuvent en discuter, mais in fine, c'est une problématique éthique qui doit faire l'objet d'une discussion, d'une réflexion. La pire des choses, c'est d'avoir aucune discussion là-dessus et que finalement, telle entreprise utilise 3%, tel ministère utilise
7%, etc. Et ça, on le sait bien, la loi du prix unique explose et on connaît les conséquences. On prend des décisions débiles, on dépense des milliards pour sauver quelques vies et on ne fait rien du tout pour en sauver des milliers. Donc ça, il faut faire ce travail. Et la deuxième partie de ma réponse à ta question, c'est... Alors, une des difficultés, c'est que, on le sait bien dans les études de laboratoire notamment, les croyances des gens ne sont pas nécessairement compatibles avec la rationalité, avec ce qu'on sait de ce qu'on peut déjà prévoir de la croissance économique à plus ou moins long terme et de la croissance des revenus de Monsieur X ou de Madame Y. On sait qu'il y a des biais d'optimisme pour certains, des biais de pessimisme pour d'autres. Il y a des rationalités qui sont limitées, des rationalités spécifiques liées à un problème d'incapacité des individus à s'engager à moyen ou long terme sur une stratégie de consommation, une stratégie par exemple de sortir du tabac. Et donc tout ça fait que dans la réalité du monde, ce que les gens font effectivement pour leur propre avenir ou l'avenir de leur enfant n'est pas nécessairement compatible avec ce qui est socialement désirable qu'ils fassent. Comment on traite ça ? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai voulu faire dans ma présentation, c'est de dire, imaginons qu'on ait la capacité de nous mettre d'accord tous ensemble. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur la définition d'un taux d'accusation ? Quels ingrédients éthiques et économiques il faut intégrer pour prendre une décision sur un processus d'évaluation et de priorisation des projets d'investissement collectif, des actions collectives en faire l'avenir. Et donc, si on était capable de se mettre d'accord sur le gamma, si on était capable de se mettre d'accord sur une vision du monde à très long terme, alors ce que je vous ai présenté permet de conclure sur la méthode à mener pour faire ces évaluations. Maintenant, ce travail de création d'un consensus autour des paramètres du modèle, qui soit sur les préférences ou qui soit sur les croyances, je ne sais pas comment il faut faire. Et ça, je suis limité dans mon métier d'économiste, c'est-à-dire, voilà, si on avait la possibilité de faire ça, voilà ce qu'on obtiendrait. Donc le travail, si je rassemble toutes vos questions, ma parole, je réalise que je suis encore très très loin de pouvoir avoir quelque chose de très convaincant dans mes recommandations. Mais hélas, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement français nous demande à nous quel taux d'accusation il faut utiliser pour déterminer ce qu'il faut investir pour la lutte contre le climat, pour les investissements dans le TGV, pour les investissements dans les écoles, pour les investissements dans les infrastructures routières. Et ça, on ne peut pas reporter à 20 ans le temps de nous mettre d'accord sur tout ça pour faire ces recommandations, parce que sinon, comme je le disais tout à l'heure, le pire sera encore à la porte. Voilà. Alors, je suis étudiante en psychologie et donc je trouvais hyper intéressant parce que nous, on avait plutôt vu la perception des risques, comme Madame Speter l'a dit. Et je voulais savoir si justement le fait que les choses soient... Pardon. Le fait que l'exposition au risque soit lointaine et que nous sommes dans une position qui est involontaire, puisque nous n'avons pas spécialement choisi les choses. Du coup, la perception du risque va être affectée. Est-ce que ça n'aurait pas changé justement tous vos calculs en tout cas, est-ce que ça aurait amené dans d'autres sens ces calculs-là ? Mais merci pour la question. D'abord, félicitations. Je suis très content d'avoir des psychologues dans la salle. On travaille à Toulouse, à TSE. On a des psychologues qui nous ont rejoints, qui ont leur bureau avec nous. Et c'est vraiment très agréable d'avoir des échanges avec eux. Clairement, l'économie et la psychologie ont beaucoup de choses à se dire. Oui, et vous avez toute la réponse à votre question. Et oui, évidemment que la façon dont les individus évaluent leur avenir dépend
de savoir si le risque auquel ils sont confrontés est imposé ou s'il est le résultat d'une décision personnelle. L'attitude, on le sait dans les études de laboratoire, les attitudes face au risque, les perceptions du risque et l'aversion pour le risque sont très différentes dans les deux cas. Mais à nouveau, je vais me permettre de répondre de la même façon qu'à la question de Sandrine Spetter, c'est-à-dire que, à nouveau, moi je me mets sous le voile de l'ignorance. On est confronté à un risque collectif, il est là, il est imposé, il est juste là. Est-ce qu'il a été décidé ou est-ce qu'il nous est imposé? Un petit peu des deux. Et la question, c'est, étant donné nos croyances et étant donné nos préférences sociales, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces risques-là? Je m'abstrais des questions de psychologie qui sont évidemment importantes parce qu'après, il faut gérer la décision et il faut essayer de faire en sorte que les individus intègrent mieux ces croyances collectives. Mais ça, c'est une autre étape sur laquelle je me suis absolument pas impliqué à ce jour. Bien, je crois qu'il est temps de conclure. En tout cas, merci beaucoup Christian et on te remercie vivement d'être venu et encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir.